Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Ghislain Tachereau, et on va continuer de parler des étoiles tombantes. Oui. Et je veux qu'on continue de parler de Ludovic parce que Ludovic a une mère assez particulière, Gracielle, Oui. qui est une prostituée, droguée, alcoolique. Polytoxicomane, ouais, c'est ça. En fait, on comprend au fur et à mesure que l'histoire avance que l'enfance de Ludovic n'a pas été rose. Le jeune homme grandit avec une mère Dysfonctionnelle totalement, puis qui festoie avec des aussi polytoxicomanes qu'elle, là. Puis qu'elle a sombré de petit à petit, elle est passée de la sniff à la piqûre parce qu'on sent que c'est plus profond que ce que Ludovic imagine, même si c'est lui qui ramasse toujours les dégâts les lendemains de c'est comme lui l'adulte dans la famille. Exactement. Puis malheureusement, ça existe plus qu'on pense, des jeunes qui deviennent plus responsables que leurs parents, puis qui deviennent les parents pratiquement, tu sais, qui voient sombrer leur père ou leur mère dans la déchéance, puis qui ils finissent par en prendre soin, puis qui n'osent pas dénoncer, c'est la seule chose à laquelle ils peuvent s'attacher, c'est une présence qui, même si elle est des fois violente, même si elle est parfois noire, puis malsaine pour eux, ils s'accrochent à ça parce qu'ils ont connu mieux, puis ils pensent que ça peut revenir. Puis dans le cas du petit Ludovic, sa mère, Gracielle, à un moment donné, pousse un peu trop la chose parce que, bon, alors qu'elle est en train de festoyer avec une gang, elle est dopée carrément, tout le monde est sur le gros party, ben, elle humilie carrément son fils devant des gars qui sont chez elle, avec elle. Hein. Et le jeune finit par se sauver, mais heureusement... il va rencontrer une dame qui va tellement être gentille avec lui. Oui, qui va l'accueillir, une vieille dame qui va l'accueillir, puis une vieille dame qu'on va sentir très jeune dans sa tête, mais qui malheureusement, avec les années qui passent, on a beau rester très jeune dans notre tête, mais quand ton corps a 75 ans, ton corps a 75 ans, tu sais. C'était le fun d'avoir un personnage lumineux comme ça dans cet ouvrage-là, ça faisait du bien. Oui, ben même Ludovic, même Ludovic, tu sais, parce que souvent, il y a quelque chose aussi que je voulais soulever comme point de vue, ou comme que je voulais apporter comme éveil, c'est que notre suicidaire, lui qui veut tant se suicider, il n'y a pas de problème dans la vie. Il veut de l'attention, Alors qu'un type comme le jeune Ludovic, qui a eu une enfance de merde, et qui a été traité comme de la merde, normalement, c'est plus ce genre de type-là qui devrait avoir des tendances suicidaires. Alors que souvent, dans une terre, dans un terreau un peu plus souillé, la plante qui veut sortir, elle va sortir, puis elle va sortir belle, puis après ça, elle va s'arranger pour prendre une meilleure place dans la vie ou se faire une meilleure place dans la vie. Donc, c'est pas nécessairement le terreau immédiat, ton endroit, ta famille immédiate qui va être... garant de la vie que tu Exactement. Ouais, effectivement. Donc, cette dame-là, on va apprendre aussi par la suite que, oui, elle est rayonnante, mais elle l'a pas toujours eu excessivement facile non plus, là. Non. Puis que tout se joue dans l'humain, hein, parce que c'est les rapports humains. Par exemple, j'ai fait aussi... j'ai joué beaucoup sur le dialogue direct et le dialogue indirect. Donc, les gens qui communiquent en vrai dialogue dans le roman, c'est des gens qui ont des vraies communications directes d'humain à humain. Quand c'est une personne qui se plaint ou qui réclame quelque chose, je le fais toujours en dialogue indirect. C'est pas nécessairement perceptible pour le lecteur, mais comme auteur, j'ai fait l'exercice de passer par un dialogue indirect pour qu'on comprenne que ça a été dit, mais que ce soit pas écrit avec un tiret comme un dialogue normal dans un roman, là. Est-ce que c'est un roman qui a été dur à écrire? Oui, parce qu'il a pris une envergure à laquelle je m'attendais pas. Ah oui? Oui. C'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, si je veux me rendre là, j'ai pas le choix d'expliquer ça, Et j'ai été obligé donc
de vraiment approfondir les personnages, puis d'ajouter de la page et de la page et de la page, parce que par respect pour le lecteur, parce que sinon tu tournes un coin rond, puis tu t'es rendu à telle place, puis tu n'as pas fait le passage qui était obligé. Je trouve que c'est manquer de respect pour les lecteurs. Et aussi parce que les chapitres, habituellement, moi j'ai des chapitres qui ont à peu près tous la même longueur quand j'écris. Ce qui fait que ça donne un rythme assez égal à la lecture, puis ça se fait vraiment instinctivement. Mais là, dans le cas d'Étoiles tombantes, quand arrivait la télé-réalité Espion, c'était une émission de télé et il y avait 5 espions qui présentaient leurs 5 reportages, les 5 reportages de leurs 5 cibles. Donc forcément, ça créait des chapitres plus longs. Le chapitre de la télé-réalité était des fois 2 ou 3 fois plus long qu'un chapitre normal. Ce qui fait que j'avais une brisure de rythme. À cause de ça. Puis j'avais pas le choix parce que ma télé-réalité, j'ai 5 espions. Si je voulais que ce soit plausible, télévisuellement parlant, je me disais, c'est pas vrai qu'il y aurait juste 2 espions puis qu'il y aurait juste 2 cibles. Pour faire de la viande, pour avoir suffisamment d'informations pour une télé-réalité, ça prenait au moins 5 personnes. Donc, on se retrouve déjà avec 10 personnages, plus l'animateur, plus le producteur, plus le réalisateur qui devient un salaud parce qu'il sabote carrément l'émission. Donc, tout ça, ça prenait du solage et ça prenait vraiment des assises suffisamment solides. Puis pour avoir des assises suffisamment solides et avoir une profondeur de personnages valable, ça prend de la page, puis ça prend une belle couleur pour chacun des personnages. Hein. Mais je trouvais ça justement intéressant quand tu parles du réalisateur, du producteur, de l'animateur, les conflits qui se passent, les égos qui sont hyper élevés, les chicanes. Oui, c'est beaucoup... On se doute que ça doit se passer comme ça, certainement. Oui. Ben moi, j'ai un passé télévisuel. En télé, oui, c'est ça. Alors, je m'y connais, j'ai fait de la réalisation aussi. Donc, c'est un roman sur le voyeurisme, sur l'exhibitionnisme, mais aussi sur le narcissisme. Totalement. Et sur l'ego démesuré. Puis, c'est vraiment le triomphe là-dedans, c'est vraiment l'amour. La frustration de l'absence d'amour amène au désespoir, qui amène à la folie, qui amène à des résultats horribles. C'est la communication et l'amour, c'est la clé de tout. Et j'aimerais ça qu'on parle un peu du titre. Est-ce que c'est toi qui l'as trouvé, Étoiles tombantes? Non, c'est qu'au départ, ça devait... Mais j'y ai vite renoncé. Mais au départ, ça devait être Suicide 2.0. Ah oui? Titre. Oui, j'aime mieux celui-là, moi. Ouais, oui, c'est parce que effectivement, moi aussi, j'aime mieux Étoiles tombantes. Parce que moi, dans ma tête, le 2.0 faisait oublier le mot suicide. Dans le sens où suicide 2.0, parce qu'on était dans un monde virtuel avec notre suicidaire qui annonce à tout le monde qui est sur Internet, qui se prend un peu pour le Jésus de la philosophie, qui dit par moi, grâce à moi, je me sacrifie afin qu'on puisse discuter mondialement de la plus grande question philosophique au monde, le suicide. Hein. Mais sauf que le mot est très rébarbatif. Je l'ai même senti dans les salons du livre. Les gens, en lisant la 4e de couverture, quand ils tombaient sur le mot suicide, ils y accrochaient beaucoup. Fait que j'étais obligé de leur dire que c'était... j'étais obligé de leur dire, je leur faisais comprendre que notre suicidaire était bien plus un grand narcisse qu'un grand suicidaire. Que le vrai suicidaire, il en parle pas beaucoup. Il agit puis il en parle pas beaucoup. Alors que le trip narcissique de notre homme, c'est un trip d'un ego démesuré, le fruit d'un ego démesuré qui fait en sorte qu'il attire tout sauf la compassion. Et le livre commence avec une citation d'Albert Camus. Est-ce que tu veux la dire ou tu veux que je la lise? Je peux bien la dire. Vas-y. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Oui, exactement. C'est un des essais d'Albert Camus qui commence comme ça, puis je trouvais que ça se mariait tellement bien avec ce que j'étais en train d'écrire
que je me suis dit, ah, tiens, Albert m'en voudra pas d'utiliser cette première phrase dans mon roman. Et j'aimerais te demander quel genre d'auteur tu es. Est-ce que tu es le genre d'auteur qui écrit à tous les matins en te levant ou à tous les soirs? Je me cloître. Moi, quand je commence à écrire mon roman, je deviens, j'entre au monastère. C'est-à-dire que je me donne un minimum de 1000 mots par jour. Ah oui? Ouais, je me donne cette discipline-là. Et là, je m'installe puis j'écris. Alors, les gens ils disent où tu prends ton inspiration. Ben, moi, je réponds qu'il n'y a pas... Pour moi, ça n'existe pas, l'inspiration. Si tu t'assois pas puis tu réfléchis pas, il n'y a rien qui sort. Ça tombe pas du ciel. Donc, je fais un mini-plan, c'est-à-dire que je fais un petit plan de mes 5 ou 10 premiers chapitres. J'écris une mini... je me fais une mini bible de mes personnages, puis ensuite, j'y vais par instinct. Parce qu'une fois que les 10 premiers chapitres sont faits, là, après ça, je sais que je dois m'en aller dans une direction où je vais atteindre un entonnoir à un moment donné pour arriver à la résolution de tous ces conflits-là ou de tout ce que j'ai mis en place, là. Dans le silence ou ça prend de la musique? Non, silence absolu. Sobriété absolue et silence absolu. Non, je comprends même pas les gens qui écrivent avec de la musique, moi. Ça me tomberait tellement ses nerfs, là. Des fois, là, je tombe dans ma tête, là, puis là, mettons que j'ai une idée puis que ça roule trop vite, là, je trouve ça difficile parce que j'arrive pas à écrire suffisamment vite. Fait que des fois, j'ai un dictaphone à portée de la main. Donc, je parle et j'écris le déboulement de mots qui jaillissent dans mon cerveau. Puis, en même temps, je dicte certaines choses. Puis là, je continue à écrire, puis je redicte à nouveau. Puis, j'ai fait un essai avec mon ordi. Il y a une petite application de reconnaissance vocale qui est quand même pas si mal. Alors, je me suis mis à dicter au lieu d'écrire mon texte. Et je me suis rendu compte que ton mental, il fonctionne plus du tout de la même façon. Quand tu n'écris pas? Quand tu parles, quand tu verbalises des mots, j'ai trouvé ça vraiment nuisible. Ça me faisait perdre le fil. Alors que si je rentre dans ma tête, oui, des fois ça va trop vite puis j'ai pas le temps d'écrire ce à quoi je pense, mais au moins le fil conducteur, il reste là. On dirait que le son gâche un peu la concentration. C'est intéressant. Oui, puis même j'avais fait de la plongée à un moment donné avec de la plongée amateur, puis il nous donnait un premier cours de plongée, puis il nous faisait mettre le respirateur en bouche, puis là, on descendait sous l'eau, puis il y avait des gens déjà qui étaient inconfortables. Et là, il nous disait, on va plonger, mettons, 5 mètres de profondeur, et si jamais vous vous sentez mal, si jamais vous paniquez, vous faites des sons, faites des alors vous avez la moitié de votre cerveau qui ne fonctionnait pas parce que vous étiez en mode pensée, qui va se mettre à fonctionner parce que vous émettez un son et là, ça va vous équilibrer. Ça va équilibrer votre cerveau puis vous allez vous sentir mieux. Ah, c'est intéressant ça. Ben oui. Ça explique pourquoi il y a plein de gens qui parlent tout seuls. Ils se remettent au niveau. Si tu me permets, Justin, on s'arrête et au retour, on parle de ton coup de cœur littéraire. Parfait.